Bonjour à tous, bonjour Philippe Martinez. Bonjour. C'est votre 1er mai en tant que patron de la CGT, 1er mai marqué par la division des syndicats. La CFDT et FO ne défileront pas avec vous. Ça vous affaiblit ? C'est un 1er mai marqué par l'unité syndicale, puisqu'on est 4 organisations syndicales à défiler ensemble. Mais sans FO et sans la CFDT. C'est une configuration différente d'ailleurs de la précédente mobilisation, vous l'avez noté. Puis il y a le syndicat étudiant UNEF, il y a des organisations de jeunesse, donc c'est un rassemblement différent des fois précédentes. Mais est-ce qu'on peut parler d'unité sans la CFDT et sans FO, qui sont avec vous les 3 grandes centrales ? Il n'y a pas toutes les organisations syndicales, je pense que c'est ce que vous voulez dire, mais dans des défilés, puisqu'il va y avoir plus de 300 rassemblements, défilés dans toute la France, durant le week-end d'ailleurs, bien on retrouve dans des endroits des syndicats force ouvrière. Donc vous voyez que c'est assez large, et effectivement, il y a besoin de continuer à travailler pour essayer de rassembler. En même temps, c'est un 1er mai européen. Pour la première fois, il y a un mot d'ordre européen de la Confédération européenne des syndicats. Et donc ça aussi, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que la mobilisation et l'unité syndicale se développent à l'échelle du continent européen. Et sur une idée, la lutte contre l'austérité. Comme d'habitude pour nous, une lutte contre l'austérité. Et puis, ce qu'on a résumé autour d'une formule pour le progrès social, et notamment pour l'évolution des salaires, la question du temps de travail, la question des retraites, puisque vous savez qu'on est en train de renégocier les régimes complémentaires de retraite à Agirc-Arrco. Donc vous voyez, c'est du contre et du pour comme d'habitude. Alors vous parlez d'austérité, Laurent Berger, le patron de la CFDT, lui parle de rigueur. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je n'ai pas à répondre à Laurent Berger. Moi, ce que je vois, c'est ce que vivent les salariés, les privés d'emploi, les retraités. C'est l'austérité ou c'est la rigueur ? C'est l'austérité. Quand on a du mal à boucler ses fins de mois, quand on ne trouve pas de travail, quand la courbe du chômage augmente, vous voyez, on peut toujours discuter des mots et de la formule. Ce que je vois, c'est que les salariés, les retraités, les privés d'emploi attendent autre chose et qu'ils ont du mal à boucler leur fin de mois. C'est ça la réalité. Alors on peut toujours leur parler de mots. Il faut parler de leur quotidien et de ce qu'ils ont envie de changer dans ce pays. Mais quand on compare à d'autres pays européens, à la Grèce, à l'Espagne, en France, il n'y a pas eu de baisse des pensions, il n'y a pas eu de baisse des salaires. Est-ce que dans ces conditions, il y a vraiment une austérité ? Il y a des gels de salaire, beaucoup, dans les entreprises du privé comme dans les entreprises du public. Il y a des nouveaux impôts qui apparaissent, notamment pour les retraités, et ça fait une baisse des revenus. Donc je crois que c'est ça la problématique. Alors on n'est pas au niveau de la Grèce ou de l'Espagne, mais si on essaie de nous faire dire qu'on est moins pire qu'ailleurs, ok, enfin on est dans le pire. Et donc c'est ça le problème. Une des questions qui est abordée en ce moment, c'est celle du dialogue social. Il va y avoir une loi. S'il y a une loi, c'est parce que justement le dialogue social n'a pas abouti. Pourquoi est-ce qu'en France, il y a une sorte de mal français qui fait que le dialogue social n'aboutit pas ? Il y a un problème de dialogue social, en effet. La première chose, c'est quelle conception du dialogue social. Voilà. Le dialogue social en France, c'est un patronat qui arrive à un texte et qui nous dit, d'ailleurs au niveau national comme au niveau des entreprises, on nous dit voilà, le texte c'est celui-là, vous avez le droit de changer une virgule ou un point d'interrogation, mais on ne sort pas de ce cadre-là. Il faut qu'on change cette conception, il faut que les syndicats, avec les salariés, puissent construire des textes, apporter des propositions et que le patronat nous écoute. Ce n'est pas spécifique à la France, je crois qu'il y a dans d'autres pays européens aussi ce genre de problème, y compris en Allemagne, qui est beaucoup cité en exemple, où les syndicats commencent à, entre guillemets, se fâcher parce qu'on essaie de plus en plus de leur imposer des textes de loi qui ne vont pas dans le bon sens. Oui, il y a un problème de dialogue social. Mais est-ce qu'en France, on n'a pas tendance à passer par la case grève avant de passer par la case négo ? La case grève est un passage, pas le premier, mais quand on n'arrive plus à discuter, et c'est valable dans tous les pays, là aussi, on essaye de stigmatiser la France, dans tous les pays, on discute, on essaye de négocier, et puis quand ça avance pas, on hausse le ton. Et pour hausser le ton, c'est grève. Et vous savez très bien que là aussi, dans de nombreux pays, il y a des grèves. Alors on peut pas en parler trop souvent, on n'en parle pas assez plutôt, parce qu'il y en a beaucoup. C'est le cas en France, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de grèves sur les salaires. Quand on dit qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, c'est les salariés qui parlent. Et dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a des grèves sur le pouvoir d'achat. Vous êtes souvent sur le terrain. Est-ce que vous sentez une vraie tension sociale ? Oui, il y a une vraie tension sociale. J'étais hier dans le Pas-de-Calais. J'ai passé une journée et demie à Calais.
On est confronté à des salariés qui donnent beaucoup pour l'entreprise, ils travaillent, ils mettent en œuvre leur savoir-faire, et en retour, c'est 0% d'augmentation de salaire, c'est de la flexibilité à outrance, c'est souvent des plans de restructuration. Donc voilà, il y a une incompréhension totale, ce décalage entre ce qu'on leur dit, il n'y a pas d'argent, des PDG qui s'augmentent de 160%, 200%, des parachutes dorés, des actionnaires qui s'en mettent plein les poches. Donc c'est ça, cette incompréhension, et je pense qu'il y a besoin de ces mobilisations pour se faire entendre. Mais alors justement, pourquoi ça ne se traduit pas par une grande mobilisation? Est-ce qu'en période de crise, on n'a pas tendance à faire du chacun pour soi? Non, il y a de l'individualisme. Et d'ailleurs, les mobilisations se construisent à partir de problèmes individuels qui génèrent des revendications collectives. Donc il y a des mobilisations dans les entreprises. Notre souci, c'est toutes ces mobilisations, ces grèves sur les salaires. Par exemple, Dassault qui fait l'actualité aujourd'hui. Il y a des grèves chez Dassault, des salariés de Dassault sur la question des salaires. Notre boulot, si je puis dire, notre motivation, c'est de fédérer toutes ces luttes. Et puis il y a les entreprises où il n'y a pas de syndicat, malheureusement, où il y a besoin d'aller, il y a besoin de discuter avec les salariés pour construire cette grande mobilisation, ces grandes mobilisations. On en a fait une intéressante le 9 avril, on va en avoir une aujourd'hui, c'est un jour férié, tout le monde peut descendre dans la rue sans faire grève, et puis on en prépare d'autres pour l'avenir. Est-ce que, comme François Hollande, vous voyez revenir la croissance? On n'a pas les mêmes lunettes, sûrement. Donc, non, il n'y a pas... je vois revenir des bénéfices dans les entreprises, je vois augmenter les dividendes pour les actionnaires, mais rien pour les salariés. Donc, il faut qu'on se mette d'accord là aussi sur qu'est-ce que ça veut dire la croissance. Est-ce que les salariés profitent du fruit de leur travail? Je crois que là, on a vraiment un problème de lunettes entre lui et moi, et il faut qu'ils prennent les lunettes qui regardent la réalité du monde du travail, la réalité des citoyens. Merci. Merci. Thierry?